Voilà, quelle image les Africains gardent-ils de Jacques Chirac, l'ancien président de la France qui nous a quittés il y a peu? Pour répondre à cette question, nous avons jugé bon d'inviter une personnalité que vous connaissez, qui est toujours à la pointe de l'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. Jean-Marie Kassamba, que certains ont surnommé la sommité de la presse, des médias en République démocratique du Congo. Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire sommité. C'est le qualificatif un peu qui donne les tournis. Hein. Parfois, la grossesse est assez... qui peuvent le détenir. Non, nous faisons seulement le travail. C'est un travail consécutif à beaucoup d'années d'expérience, beaucoup d'années de privation et surtout des rigueurs dans ce que nous essayons de faire. Si ça donne des résultats aujourd'hui, ça veut dire que c'est l'aboutissement d'un parcours qui se veut sincère. Malgré les difficultés, malgré parfois l'adversité qui est permanente. Mais quand on croit à quelque chose et on le vit naturellement, eh bien, on vit sa vie. Voilà, vous êtes directeur général de l'Espace 50 et vous êtes aussi président de l'UNPC, l'Union de la presse congolaise, au niveau de la ville de Kinshasa. Vous avez longuement vécu en Occident, en France principalement. Vous avez vécu aussi le temps de règne, le temps de vie politique, la grande partie de vie politique de l'ancien président Jacques Chirac, l'ancien président de la France. Vous, personnellement, quelle image avez-vous de cette personnalité qui nous a quittés il y a peu? Bon, merci beaucoup. D'abord, c'est un témoignage que je peux donner parce que moi, je suis arrivé en France dans les années 80 et à l'époque, Jacques Chirac était maire de Paris. En tant que Parisien, j'ai effectivement fréquenté la mairie de Paris, où j'ai eu à plusieurs reprises la chance et la possibilité de rencontrer le maire, on l'appelait comme ça, monsieur le maire de Paris, Jacques Chirac. Un maire jovial, toujours proche de ses compatriotes. Il aimait son pays. Il était un politicien très averti, très dynamique, avec beaucoup d'entre-gens. À la mairie de Paris, par exemple, il y avait beaucoup de comités là-bas, que ce soit les comités des quartiers, mais également des Africains qui étaient constitués, qui travaillaient avec la mairie de Paris. Est-ce que vous savez, par exemple, que l'assainissement de Paris, 80%, ce qu'on appelle les éboueurs de Paris, c'est constitué des Africains, des Africains, des Antillais, etc. Et donc, Chirac a été toujours au contact avec les Africains en tant que maire de Paris. Avant de venir à la mairie de Paris, il était Premier ministre. Il a été plusieurs fois ministre, secrétaire d'État, etc. Alors moi, je l'ai connu en tant que maire, puis en tant que président de la République, parce qu'il est venu en 1995, où effectivement, après avoir été Premier ministre de François Mitterrand, ça ne s'est pas bien passé. Il a été remplacé par Edouard Balladur. Et quand il a voulu être candidat président de la République, il a été trahi, malheureusement, par la plupart de ses compagnons de route, dont Nicolas Sarkozy, Edouard Balladur lui-même, beaucoup qui étaient avec lui sont partis. Et il est resté comme ça avec Alain Juppé, quelques cadres du RPR, parce que c'était son parti politique. Et la chance lui a souri avec son programme La fracture sociale en 1995. À la mairie de Paris, c'est là où il a effectivement célébré sa victoire. Et j'étais dans Paris. Les lendemains, il est parti sur les Champs-Élysées, le cérémonial classique, etc. Moi, j'ai eu l'interview 4 fois, Jacques Chirac. Okay. À cette époque, vous étiez où? À RFI ou bien? J'étais journaliste d'abord à Fréquence Paris Ployel, Radio Tabala. Ensuite, nous avons créé 3 ateliers sud
avec mes amis Pierre Bédou, Sylvie Desbois-Fleury et Constant Desmalais. Et comme nous étions la seule chaîne noire de France, donc nous avons la possibilité d'interviewer quasiment toutes les grandes personnalités. Et donc je l'ai interviewé à la mairie de Paris et ensuite à l'Élysée, parce qu'à la fin de chaque année, il y a une fête. D'abord le 14 juillet, ensuite pour comment on appelle ça, la fête de Noël. Okay. Chirac reçoit les enfants, Madame Chirac donne des cadeaux, etc. À l'issue de cela, il peut rencontrer ceux qui se demandent pour une interview. Donc je l'ai interviewé à cette occasion-là. Je l'ai interviewé encore quand il y avait les sommets à Kinshasa, plutôt à Paris, et à cette époque-là. Et puis, une fois, j'ai fait encore une autre interview avec lui, mais c'était plutôt au Sénat. À l'époque, il était maire de Paris, mais il m'avait donné rendez-vous au Sénat français. Et c'est là, dans le cadre du Sénat, qu'on a fait une grande émission avec Jacques Chirac. Je l'ai trouvé un bon français. Il parlait un français parfait, avec un accent vraiment très français, un vocabulaire très châtillé. C'était un énarque. Donc, il a fait l'École nationale d'administration. Qui était-il, Jacques Chirac? En tant que président, un grand président. Il avait la carrure internationale. Il avait, comme gaulliste, cette philosophie de la pérennité de la France, du rayonnement de la France. Ça part de la politique au Moyen-Orient, la politique européenne. Il a voté, par exemple, Maastricht, ce qu'on a appelé la politique commune qui allait donner la monnaie unique, l'euro. Il était pro-européen. Et au niveau de l'Afrique, c'est l'héritier de ce qu'on appelle les relations privilégiées entre l'Afrique et... Comment expliquer cette proximité de Jacques Chirac avec l'Afrique? Comment expliquer ça? D'abord, c'est de par sa personnalité. C'est quelqu'un qui avait un contact permanent avec des dirigeants. Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Abdou Diouf au Sénégal, Omar Bongo au Gabon, Maréchal Mobutu ici chez nous, Denis Sassou Nguesso, Faure Gnassingbé, pas Faure, Étienne Gnassingbé au Togo. Et donc, ces grands présidents africains avaient des relations personnelles avec Jacques Chirac. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Jacques Chirac considérait que les systèmes de partis uniques fédéraient les pays. Il y avait une espèce de discipline pour orienter le développement des pays. Et que les hommes, entre guillemets, forts, pouvaient encadrer un tout petit peu les masses. C'est un peu le cas en Tunisie avec Ben Ali. C'est en Tunisie où il avait dit que le premier droit de l'homme, c'est manger. C'est avoir une maison, c'est être en bonne santé. Voilà. Et par rapport à la Côte d'Ivoire, il avait dit à l'époque que le multipartisme, c'est un luxe pour les Africains. Et moi, je suis d'avis que le multipartisme, c'est un luxe pour nous. Les gens vont trouver ça provocateur, mais si vous faites les bilans de multipartisme depuis la Baule, depuis 1989, c'est François Mitterrand qui avait lancé cette petite phrase-là, mais il faut quand même dire que c'était la fin de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, donc le clan capitaliste. Et on a orienté ça vers chez nous pour justifier tout cela chez nous au niveau de l'Afrique. On a dit c'est la fin de l'assistance aux chefs d'État, etc. Désormais, comme a dit Mitterrand, tout est développement sera conditionné par la démocratisation. La démocratisation n'a créé que des problèmes au pays africain. Que de problèmes. Vous regardez dans tous les pays du continent, là où on a injecté cette affaire de démocratie, de pluralisme, des associations, des syndicats, etc. C'est plus un cafouillage qu'il y a eu. Il y a eu des guerres dans beaucoup de pays, il y a eu des articulations. Mais il y a eu quand même ce qu'on appelle la redevabilité. Quand vous voyez un chef d'État, comme le cas dans notre pays, d'ailleurs vous avez fait partie, vous avez assuré une très grande visibilité des activités, des actions, des éclats de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Il y a eu quand même cette redevabilité. Moi, je pense que c'est quand même tout compte fait. Les bons résultats de la démocratie. Non, moi je pense que tout compte fait,
Ce qui importe à l'homme, c'est la liberté de vivre. C'est la liberté de vivre. C'est ce qui compte chez l'homme. C'est la liberté de vivre. C'est aussi cette qualité d'être un homme viable. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Un homme viable veut dire quoi? Un homme viable veut dire être à même de se nourrir, nourrir ses enfants, aller à l'école, être en bonne santé, être dans un environnement sécurisé, comme les Chinois par exemple. Vous n'allez pas me dire qu'avec un seul parti politique, le Parti communiste en Chine, les Chinois sont les arriérés de la terre. Non. On nous a servi la démocratie pour tout simplement nous affaiblir. Nous affaiblir quand nous sommes dans les cosliambules éternelles, dans les petites querelles éternelles, on n'a pas le temps de développer nos pays. L'Afrique du Sud, par exemple, à l'époque de l'apartheid, moi je ne soutiens pas l'apartheid. Je dis tout simplement que le niveau de développement de l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid est plus important que l'Afrique du Sud démocratique. Même si le système d'apartheid est mauvais, et je les condamne, il fallait le changer, il faut un minimum de discipline, un minimum de vision commune pour développer un pays. Aux États-Unis d'Amérique, on dit c'est la démocratie, mais il n'y a que deux partis politiques. Deux partis politiques. Et c'est souvent la dictature de la Maison-Blanche. Ce qu'on appelle le pouvoir de Washington. Mais ça n'empêche pas les Américains de vivre ce qu'ils appellent la démocratie. Vous comprenez? Chez nous, on nous imprime la défense des droits de l'homme, la démocratie, les livres. Tout ceci, ça nous occupe énormément. Ça nous prend beaucoup d'argent, ça crée des problèmes. Et pour, in fine, aboutir à un résultat. Donc, médiocre. Vous ne voulez pas qu'il y ait la démocratie en Afrique? Moi, je suis pour la démocratie. Jacques Chirac disait que la démocratie était un luxe pour les Africains et je l'explique. Je l'explique en quoi? Ce n'est pas qu'on n'a pas besoin d'avoir des gens qui s'expriment. Il faut que les gens s'expriment. Il faut que les gens vivent par rapport à leurs idées, etc. Mais il faut qu'on ait des objectifs communs. Il faut qu'on ait, on va dire, des orientations qui convergent. Or, qu'est-ce qu'on nous milite, qu'est-ce qu'on nous injecte dans nos têtes? Il faut être en contradiction avec votre frère, en contradiction avec votre cousin, en contradiction avec les villages d'à côté. Même pour rien. Oui, souvent c'est pour rien. Et quand vous essayez de vous mettre ensemble, il y a toujours des gens qui viennent pour vous titiller, dire que l'autre a dit quelque chose qui n'est pas pour vous. Et comme souvent on est naïfs, les Africains, on entre dans tout ceci et ça ne marche pas. Je peux vous donner plein d'exemples comme ça. L'Algérie. L'Algérie a beaucoup de richesses. Notamment le pétrole, le gaz. Mais on ne veut pas laisser l'Algérie se développer. Mais qui ne veut pas? C'est la rue qui s'est opposée au fait que le président, ce n'est pas la malgré son état de maladie, il a voulu s'accrocher au pouvoir. Est-ce que ça c'est mauvais? C'est parce que une Algérie développée n'aura pas la dépendance vis-à-vis de l'Europe. Parce que l'Algérie fournit du gaz à l'Europe. Un système politique algérien affaibli sera dans une position de mégestion, une position financière fragile, et ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée auront toujours leur mot à dire. Kadhafi avait développé un pays, la Libye, avec beaucoup d'argent, rien qu'avec le pétrole. Qu'est-ce qu'on a fait? On a détruit la Libye pour donner les résultats que vous voyez aujourd'hui. Des réfugiés qui vont en Europe, beaucoup en mer, la Libye du terrorisme, etc. Et Jacques Chirac avait raison. Quand il s'opposa à son époque, à son temps, à la guerre en Irak, il avait dit, en 2003, vous commencez cette guerre, et moi j'étais là. C'était Dominique vous étiez en France? Oui, c'est Dominique de Villepin qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, oui. à New York. Il a dit, mon vieux pays qu'est la France, le vieux continent qu'est l'Europe, refuse de s'embarquer dans cette guerre sur des arguments fallacieux. Colin Powell, qui était chef interarmé des États-Unis, il a brandi des preuves bidons. Ces preuves
C'était quoi? On m'a expliqué. Armes à destruction massive. Oui, on m'a expliqué à Washington qu'il y avait du pétrole dans le petit flagon là. Il n'y avait rien du tout. On a pris une jeune fille, la fille de l'ambassadeur du Koweït, qu'on a fait pleurer aux Nations Unies, à intervenir dans mon pays, etc. Tout ceci pourquoi? Parce que le pétrole irakien intéressait. Tout ce qui intéressait le pétrole irakien. Et Jacques Chirac, comme il avait des informations de tous les services secrets, y compris des pays du Moyen-Orient, il a dit que Saddam Hussein n'a pas ses armes. Cette guerre, c'est tout simplement de prédation. Et il s'est opposé, il n'a pas assisté à cette guerre. Mais malgré son les opposition, conséquences sont là aujourd'hui. Et il avait dit à l'époque, Jacques Chirac, il y aura des conséquences indescriptibles pour l'avenir. Il est mort et il a vécu ces conséquences. C'est la Syrie, c'est l'Irak, c'est toute la sous-région, c'est Daesh, etc. En Afrique, c'est la même chose avec Kadhafi. Aujourd'hui, on parle du terrorisme au Mali, au Burkina Faso, partout, etc. C'est ça le fruit de la démocratisation. C'est ce qu'on appelle le printemps arabe. Et Jacques Chirac était contre le printemps arabe. C'est parti d'où? D'abord de l'Égypte, place Tahrir, mais surtout de la Tunisie. La Tunisie, oui. Et quand Jacques Chirac parlait que la démocratie, c'est un luxe. C'est un luxe, les Africains. notamment par rapport à Ben Ali. Parce que je vous rappelle que Ben Ali était le grand ami de Chirac aussi, mais le grand ami de beaucoup de Français qui avaient acheté des maisons là-bas à Tunis et à Mamet, un peu partout dans la périphérie, qui venaient y passer beaucoup de vacances. C'est 2 heures d'avion quand vous quittez Paris pour atterrir à Tunis. Et donc, Chirac était à la fois un président français, mais il avait un cœur à gauche. Africain. Un cœur à gauche, africain. Il connaît les réalités africaines. L'anecdote, c'est que moi, je l'ai vu à 2 ou 3 reprises avec des copines africaines, noires. Ah bon? Oui. Ça, c'est pas un secret d'État. Oui, oui. Il avait des copines africaines. Il y avait même d'ailleurs une qui était d'origine réunionnaise, qui était même élue. Ah bon? Ok. Maintenant, aujourd'hui, on voit après la mort de Jacques Chirac, on a enregistré plusieurs réactions des personnalités africaines. On a suivi aussi l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a salué la mémoire de Chirac. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui a regretté la disparition de l'unique président, de l'unique dirigeant occidental qui avait compris sa vision. Oui, Joseph Kabila, c'était un homme sincère. Sincère dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Jacques Chirac, c'est l'un des rares chefs d'État occidentaux qui a pu saisir le message de la RDC. D'abord, Mouzé. Mouzé était diabolisé dans la sous-région parce que personne ne voulait croire à l'agression de la RDC. Le Rwanda, l'Ouganda avaient des lobbies très forts en Europe, aux États-Unis, etc. Et on voulait omnibuler cette affaire de la guerre à l'Est parce qu'on voulait faire plaisir au Rwanda. Et quand Mouzé disait que la RDC faisait l'objet d'une agression, tout le monde disait non, 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 c'est une guerre congolo-congolaise, c'est une guerre civile entre Congolais. Et Jacques Chirac, avec notamment la diplomatie, avec les chefs Kitouné, etc., a eu le message à plusieurs reprises pour expliquer. À l'époque, j'étais à Paris avec l'ancien ambassadeur Edi Angoulou. Et Edi Angoulou avait entretenu des relations de proximité avec Jacques Chirac. Il lui a transmis tous les messages qui venaient de Kinshasa. Et Mouzé a été adopté par Jacques Chirac. Moi, je l'ai vu, il y avait un sommet. Mouzé venait des États-Unis, il a fait un stop à Paris. Il a été reçu par Jacques Chirac. Il a expliqué toutes ces situations. Et quand il revient ici à Kinshasa, fin début 2001, eh ben, il y avait un sommet qui était prévu au Cameroun et Jacques Chirac avait déjà préparé tous les chefs d'État pour que la cause congolaise soit bien présentée. Et ces jours-là, Mouzé allait entrer par la grande porte dans cette acceptation de l'agression congolaise. Et comme vous le savez, les gens qui avaient le plan de diaboliser la RDC ne voulaient pas que cela fonctionne, eh bien, ils ont stoppé Mouzé à Kinshasa, ils l'ont tué. Et au moment même que toute l'équipe était déjà là-bas au Cameroun, d'avance était déjà là, le 16 janvier 2001. Mouzé a été assassiné ici à Kinshasa. Maintenant, il y en a qui parlent du revers de la médaille Jacques Chirac.
On dit qu'il était protecteur spirituel et physique des dictateurs. Non, d'abord... Et puis, bon, c'est lui qui aurait initié certains chefs d'État dans la franc-maçonnerie, les chefs d'État comme le Gabonais. Non, ça c'est faux d'abord. C'est ceux qui se Ça c'est faux d'abord. Jacques Chirac n'était pas franc-maçon. Non, Jacques Chirac n'était pas franc-maçon, c'est des histoires. L'histoire de la franc-maçonnerie des chefs d'État africains remonte à bien longtemps que ça. Donc, Bongo Père, quand il a été franc-maçon, ce n'est pas grâce à Jacques Chirac ou Sassou Nguesso ou les autres, etc. Non, ça c'est une autre histoire. L'histoire de Jacques Chirac avec le pays africain, c'est une histoire d'affection, de compréhension et d'approche politique. D'où est venue cette affection? C'est ce que les gens... Vous savez, il y a des gens qui sont tiers-mondistes comme ça. Jacques Chirac était tiers-mondiste. Le musée de Quai Branly à Paris, des œuvres d'art premier, comme il appelle, les civilisations notamment d'Amérique du Sud, de tous ces pays lointains qu'on expose à Paris. Ça, c'est l'affection de Jacques Chirac. C'était son jardin secret. Et autant il aimait les civilisations lointaines, asiatiques, autant il aimait les civilisations d'Afrique. Et nous, Africains, il nous aimait parce qu'il avait cette chaleur, la chaleur d'homme, humaine. Voilà. Je vous ai parlé qu'il aimait les femmes noires, il aimait aussi le vivre des Africains, il était chaleureux, il buvait sa bière, c'était quelqu'un qui mangeait beaucoup. Donc, c'était quelqu'un qui est jovial, très jovial. Et donc, quand Joseph Kabila arrive au pouvoir, sa première tournée, il est passé par Paris. Moi, j'ai rencontré justement à l'aéroport du Bourget. Edi Angoulou me l'a présenté, le président Kabila, et c'est là justement que j'ai fait sa première connaissance. Ok. C'est là que tout est parti. Oui. Avec Jean-Marie Kassamba et son ancien président. Non, Kabila. Pas ancien président. Il est président toujours, Joseph Kabila, mais président honoraire. Et il est président de son parti, le PPRD, il est président de beaucoup de choses. Donc, là, vous n'allez pas encore créer une polémique dans l'opinion? Non, il n'y a pas de polémique. Quand vous croisez George Bush, vous n'allez pas dire bonjour, monsieur l'ancien président. Vous allez dire bonjour, monsieur le président. Les présidents eux-mêmes, quand ils se parlent, quand Tshisekedi parle avec Joseph Kabila, ils disent monsieur le président. Joseph Kabila parle aussi, Tshisekedi dit monsieur le président. Moi, on m'appelle monsieur le président. Le fait d'appeler quelqu'un président ne veut pas dire qu'il est président de la République et là et maintenant. Il ne faut pas être réducteur. Moi, ce que je trouve dans notre pays un peu malheureux, c'est le fait de refuser à quelqu'un ce qu'il est. Joseph Kabila est président, restera président toute sa vie. Même quand il va mourir, on va l'appeler président. On continue à appeler le maréchal Mobutu président. Kassavo, on l'appelle président, ma foi. Pourquoi vous refusez de l'appeler président et ça vous fait quoi? Ça ne fait rien du tout. Voilà. C'est la méchanceté, l'acharnement. Donc je dis tout simplement que... Oui, un mot, parce qu'on veut terminer, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Il avait dit que Joseph Kabila a été adopté par Jacques Chirac et c'est lui qui a permis que toutes les résolutions au niveau des Nations Unies, qui sont préparées par la France d'ailleurs, étaient en faveur de la RDC et nous défendaient beaucoup. Jusqu'à ce qu'il a quitté l'Élysée, Jacques Chirac avait toujours un penchant pour la cause congolaise. Ceux qui sont arrivés après, c'était un peu moins, Sarkozy un peu moins, Hollande, vous avez vu pendant la francophonie, moi j'étais là, je l'ai vécu, un peu moins. Bon, les jeunes Macron. Bon, il ne connaît pas très bien, il écoute un jour, il est pour, le lendemain il est contre, voilà. Mais le plus grand président français, qui avait cette connaissance parfaite de la culture et du peuple africain, c'est Jacques Chirac. Voilà, merci beaucoup Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas toujours aisé, facile de vous avoir comme ça. Merci d'avoir disponibilisé votre temps pour partager votre expérience parisienne avec les milliers de téléspectateurs qui nous suivent à Paris, aux États-Unis et sur toute l'étendue de la RDC. Et il va manquer aux Français, hein. Vous avez vu l'engouement dans cette église où il y a énormément de gens. Voilà. C'est ça. C'est là où on avait pleuré d'ailleurs l'ancienne star de la chanson, Edith Lefel. Ok. Voilà, merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Vous avez eu l'occasion de suivre celui qu'on a surnommé comme étant la sommité des médias, de la presse en RDC. Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'espace 50 et aussi président
de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa. Restez avec nous, nous serons toujours là pour vous donner un travail de qualité grâce à cet homme, Jean-Marie Kassam. Au revoir.